Bonjour Samantha, bienvenue dans Biz and Bibs. Hello, merci de m'accueillir. Je suis trop contente de te recevoir, ça fait des mois qu'on qu'on se tourne autour et que je planifie cette interview avec toi parce que tu as une histoire qui est fascinante. Tu es la fondatrice de la marque de lingerie Mina Storm que je porte actuellement. Ah bah génial. J'adore. Mina Storm, c'est quoi? C'est une marque de lingerie qui est super confortable, qui est pensée pour les femmes, par des femmes. Et c'est comment être sexy et bien dans son corps, selon toutes les morphologies, avec une lingerie no bras. C'est ton premier bébé, Mina Storm. C'est vraiment ton projet passion que tu développes depuis des années. Et puis, tu es tombée enceinte contre toute attente, avec beaucoup de surprises. Et tu as décidé de poursuivre cette maternité, de plonger dedans. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, ça fait combien de temps que tu as eu l'idée et que tu as créé Mina Storm? Quelle intro. J'ai créé Mina Storm il y a maintenant bientôt 10 ans. L'anniversaire des 10 ans, c'est en octobre 2026. Donc, c'est dans quelques mois. Waouh. Ouais. J'espère que tu as un truc de prévu. Oui, on prépare. On va fêter ça. On a plein de choses de prévues. On va même fêter ça pendant plusieurs mois, en fait. Et donc, moi, j'avais commencé à travailler dessus presque bien avant, en fait, parce que j'ai eu l'idée quand j'ai passé mon bac, donc en 2009, pardon. Ah ouais. Ouais, donc du coup, 2009 et lancement 2000, j'ai travaillé un peu dessus pendant mes études et lancement officiel 2016, donc préparation 2015. Et les années d'avant, plus les années passaient, entre 2009 et 2015, plus ça se confirmait et densifiait en termes de préparatifs. Et donc, voilà, ça fait du coup beaucoup plus que ça que c'est mon bébé. Oui. C'est Ouais. venu d'où ce constat et cette envie de créer Mina Storm? 2009, je raconte toujours cette histoire, mais c'est la vraie histoire. J'ai accompagné ma petite sœur qui avait 13 ans chercher ses premiers soutiens-gorge. Et on a essayé plein de choses dans les magasins. Et faut se remettre à l'époque de 2009. Il y avait surtout de la lingerie très sexy, très haut bas, beaucoup de dentelles, d'armature. Il n'y avait pas trop les brassières comme aujourd'hui. De coussinets, de push-up. C'était vraiment la lingerie... la pensée pour femme les hommes, en séductrice, fait. voilà, pensée pour les hommes avec une vision d'homme. Et donc, quand t'emmènes une jeune fille de 13 ans chercher un soutien-gorge dans ce cadre-là, bah forcément, la phrase qu'elle te dit après des essayages et des essayages, c'est il y a rien qui... Enfin, je suis adaptée à rien. Et moi, je lui dis non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'il y a rien qui est adapté à toi. Et du coup, je crois qu'on a raconté juste ça au dîner familial le soir, parce que donc j'avais 18, elle 13, on était à la maison. Et c'est mon père qui est coach de start-up, mais tech, donc rien à voir, qui me dit: «Mais tu sais que ça peut être une bonne idée d'entreprise, hein?» Et moi, de boîte, je crois qu'il avait dit, de boîte. Et moi, à l'époque, j'étais là: «Boîte, mais c'est quoi une boîte?» Je sais même pas ce que c'est une boîte. Et donc, voilà, ça m'avait accompagnée. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, donc j'étais étudiante à Dauphine, on avait des projets de groupe à faire ou des projets solo et je les faisais sur ça, tiens, pourquoi pas, une marque de sous-vêtements adaptée aux jeunes femmes, voilà. Et donc ça a commencé à évoluer comme ça. Et puis, je crois que je suis rentrée par un ami chez The Family. Donc, du coup, The Family, c'était alors, ils aimaient pas s'appeler incubateur, mais c'était quand même un peu ça. Je suis rentrée là-bas, j'ai fait 2 formations, ça a commencé à me mettre le pied à l'étrier. Et je crois que le déclic, ça a été, peut-être, je sais pas si c'était avant ou après ça ou pendant. J'ai découvert une marque de sous-vêtements pour les ados aux États-Unis, qui était montée par une fille qui avait 18 ans. Et là, je me suis dit: «Mais attends, elle a déjà lancé le truc et tout et elle a genre 5 ans de moins que moi. Qu'est-ce que j'attends en fait? Faut que j'y aille là». Et je me souviens que ce soir-là, j'ai travaillé toute la nuit. Et donc on a lancé, 28 octobre 2016, Mina Storm, qui était une marque de sous-vêtements pour adolescentes à l'époque. Et ce que j'avais pas compris à cette époque-là, c'était qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'était révolutionner la lingerie pour les femmes et pas forcément que pour les ados, mais qu'en fait, il y allait y avoir beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui allaient être intéressées par des sous-vêtements qui sont pas pensés par des hommes. Et donc, T'as commencé par un marché que t'avais c'est identifié, ça. mais t'avais pas pensé que les femmes aussi en avaient Exactement. marre de toutes ces dentelles, ces Exactement. tangas.
Exactement. Et donc, on a commencé à avoir pas mal de clientes femmes, mais qui nous disaient: «Oui, juste les motifs, bon, voilà, j'aime pas trop, mais par contre, le confort, il est vraiment incroyable». Et moi, j'étais tellement attachée à ce concept d'ado que j'arrivais pas trop à le lâcher. Et heureusement, j'avais une associée qui s'appelle Chloé, qui m'a rejoint en 2016, ou 2000, un petit peu avant même, et qui, elle, me disait: «Non, mais il faut passer sur le marché de la femme, on va jamais y arriver sur l'ado, c'est trop compliqué, il faut convaincre l'ado, il faut convaincre la maman, nos prix sont chers parce qu'on veut faire éco-responsable». Et donc, ça m'a pris un certain temps avant d'accepter qu'on allait changer de marché. Mais donc voilà, donc Chloé m'a embarquée vers la suite de l'aventure, sauf qu'on avait déjà passé 2 ans, donc il a fallu qu'on lève des fonds parce qu'on n'avait plus de sous. Donc ça a été, le vrai démarrage a été finalement 2 ans après, je dirais, sur le marché actuel, sur la lingerie pour femmes, avec, des sous-vêtements qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait pour les ados, mais avec des couleurs, plus accessibles pour tout le monde. Et d'autres Et tailles? d'autres tailles, on a agrandi les tailles, au début, on n'avait que les bonnets AB, donc on a créé les bonnets CD, puis les bonnets EF, puis on est monté en taille jusqu'au 48. Et on avait au début à partir de la taille 30, 30 c'est genre il y a 30, 32, 34, donc c'était vraiment du 10 ans, quoi. Mmh. Et donc ça, on a arrêté et on a commencé au 34. Et puis, voilà, après ça a été notre nouvelle histoire qui a démarré à ce moment-là sur, les sous-vêtements confortables, pour femmes avec, comme tu l'as dit, le No Bra Top qui est arrivé lui en 2021, donc encore 2 ans après. Lancer une marque de textile, c'est quand même, mettre des fonds parce qu'il faut Mmh. créer une première collection, il faut acheter les stocks. Ouais, Comment est-ce que tu as financé ta première collection, sachant que ouais, tu étais très jeune et en sortie d'études ouais, ou même encore en études? ouais. Du coup, comme j'avais ce projet en tête depuis pas mal d'années, et que j'aimais beaucoup travailler, je pense que ça, c'est vraiment un truc malheureusement très présent chez moi. Enfin malheureusement ou heureusement, hein, les 2, la rose et les épines, hein. J'ai fait beaucoup de stages, et d'apprentissage et de jobs à côté de mes stages et apprentissages. Donc, j'étais, les week-ends, je travaillais, au début dans un pressing, puis chez Monoprix, puis, dans une chocolaterie. Puis cette chocolaterie m'a embauchée en tant qu'apprentie. Puis, j'ai fini cet apprentissage et j'ai eu d'autres expériences pareilles en stage. Et à côté de ça, j'avais toujours un job en plus, de serveuse. Et j'avais continué en fait l'activité à la chocolaterie. C'est la chocolaterie Jacques Genin qui sont juste les meilleurs chocolatiers du monde. C'est pas moi qui le dis, ils ont été sacrés meilleurs chocolatiers du monde, donc ils On sont ira vraiment goûter alors. très, très bons. Il faut absolument aller goûter. Et en fait, je suis restée, l'assistante de la femme du chocolatier, Valérie, pendant, de très nombreuses années, puisqu'en fait, quand j'ai démarré Minastorm, j'étais encore dans les bureaux de la chocolaterie. OK, Donc en donc fait, tu j'avais as toujours, combiné les 2. Mmh. voilà, un stage ou un apprentissage, et un job à côté, plus, la chocolaterie, et à côté, je créais Minastorm. Donc j'avais un peu tout ça. Donc ça m'a fait des sous, un petit peu au début, qui m'ont permis, de lancer, Minastorm, voilà. Mais après, on a eu quand même un prêt avec le réseau Entreprendre, Et après vous et avez la levé des fonds du BPI. coup, Et après on a au levé bout de des 2 ans? fonds, mais je saurais plus te dire exactement, les années de tout ça parce que ça paraît lointain maintenant. Mais globalement, voilà, on a eu des fonds perso, on a eu, un premier investissement, Families and Friends, dans l'entreprise. Et ensuite, on a eu, oui, le réseau Entreprendre, c'était 30 000 €. Et ensuite, BPI, je sais plus quand est-ce que c'est tombé, un petit peu après. Voilà. Et le succès, a été immédiat ou ça a mis du temps à se construire, la réputation, Hem, la je dirais un peu les 2. Le succès sur la marque ado, en fait, on a eu une chance incroyable, c'est que, on a rencontré, une influenceuse qui était je pense au début de sa montée, qui s'appelait Justine. Justine, n'importe quoi, juste Zoé, excuse-moi. Ah oui! Juste Zoé. Je sais pas pourquoi je dis Justine, en plus on n'a jamais travaillé avec de Justine. Avec juste Zoé. Et du coup Zoé, je sais pas si un jour tu m'écoutes, mais un merci, infini parce que c'est toi qui nous a lancés. Et du coup, en fait, on a eu plusieurs choses en parallèle. Il y a eu donc ce partenariat avec Juste Zoé qui était un peu, l'influenceuse montante chez la cible des ados. Parallèlement à ça, nous, on a gagné, le prix coup de cœur du jury du MoveJ qui, par ricochet, de gens qui ont parlé de nous dans des médias, pas forcément très gros, nous a amenés au JT de M6, Ah avant le lancement, Ah pour ouais! faire un reportage sur, la nouvelle marque de sous-vêtements pour ados, quoi.
Ah ouais. Donc hyper, incroyable pour nous. Je me souviens encore de ce soir-là où on était, devant la télé à regarder et notre téléphone, on n'avait pas coupé les alertes de à chaque fois Shopify. que quelqu'un s'inscrivait, parce qu'on n'avait pas le site en ligne encore, mais on avait une page avec écrit: «Inscrivez-vous pour le lancement». Et donc à chaque fois que quelqu'un s'inscrivait, on recevait un mail et on en recevait tellement que ne on pouvait plus utiliser nos téléphones. Genre, Ah c'était ouais. impossible, on recevait trop de notifs. Donc on avait les téléphones posés qui faisaient vouf, 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 vouf. Donc c'était génial. Et donc ça, ça plus Zoé fait qu'on a lancé tout de suite un CA, qui évidemment est quand même faible quand on y pense, mais c'était 50 000 € sur l'année. Enfin, quand on vient de démarrer, Ouais. c'était quand même chouette, quoi. Donc voilà, on a commencé avec ça. Donc je pense qu'on a fait 50 000, re-50 000 ou 100 000, je sais plus, puis re-100 000. Puis on a fait une levée de fonds ou peut-être on est arrivé à 300, je sais plus. Et puis quand vous êtes, repositionnés sur le marché, Voilà, plutôt des femmes, c'est là où c'est là ça où ça a pris et mmh. surtout c'est là où on a eu le confinement en même temps. Donc en fait pareil, encore une fois, on a eu tout qui s'est imbriqué, c'est-à-dire que nous, on avait, redéfini notre, marché cible. On avait des À temps produits pour à temps, cette période, exactement. On avait mmh. des produits, qui tout à coup, étaient beaucoup plus moins ados, donc plus, parfait pour, plein d'autres, pour toutes les femmes, quoi. Enfin toutes, non, parce qu'on n'avait pas encore toutes les tailles, mais pour pas mal de femmes et c'est à ce moment-là qu'on a eu, juste avant ça, la levée de fonds qui nous a permis de faire tout ce repositionnement. On a pu embaucher 2 personnes. Donc les 2 personnes, les 2 premières qu'on a embauchées, c'était Mina. On a une Mina, chez nous. Mina, c'était une des premières employées chez Princesse Tam Tam et du coup, Une expertise, c'est une expertise ouais. incroyable. Mina, elle travaille encore avec moi et honnêtement, je le dis toujours, mais je sais pas ce qu'on aurait fait sans Mina. Donc voilà, Mina chez Mina Storm, et on avait embauché à ce moment-là Pauline qui était notre, stagiaire communication, enfin apprentie stagiaire ou l'inverse, et on l'a embauchée à ce moment-là et donc on a eu notre première équipe, Chloé et moi. Donc Chloé, c'était tout ce qui se voyait pas, on aime bien dire comme ça, donc tout ce qui allait être logistique, finance, back office du site, vraiment toute la partie un peu, opération. Moi, ça allait être tout ce qui se voit, donc images, produits et ensuite on avait, Pauline et Mina et c'était voilà la petite team Rocket, Ça, c'était quand? 2020-2021 ça du devait être coup? 2019 ça. Ouais, 2019. 2019 et du coup, 2019/2020, le confinement arrive. Tout à coup, nous, on a une marque qui est prête, qui est toute rebrandée. On avait fait, nouveau logo, nouvelle DA à ce moment-là, nouveau site internet. Et le confinement arrive. Les marques, toutes divisent par 5 leurs investissements sur les ads et nous, pour le même prix, on est visible 5 fois plus et donc ça nous lance. Donc on Mmh. passe de, je sais plus, Là, c'est une non, on nouvelle passe de 100 000 € de chiffre d'affaires à 500 000 dans l'année. c'est une nouvelle échelle C'est une nouvelle échelle, ouais, exactement. qui est franchie. Ouais, Toi, dans ta vie perso, à ce ouais, moment-là, tu en ouais. étais où? Et du coup, moi, j'étais en couple depuis 2015, 2016, 2015, par là. Je sais plus exactement. 2016, je crois, 2016. Donc j'étais en couple depuis 2016, donc en même temps que Mina Storm, c'est vraiment, 2 histoires, parallèles et du coup, il s'appelle Thomas. On est toujours ensemble et très heureux ensemble aujourd'hui et Thomas, il a 9 ans de plus que moi et donc régulièrement, je lui demandais: «Est-ce que toi, tu veux des enfants? Parce que moi, j'en veux pas, mais si tu en veux, il faut que tu me le dises parce que faut que je puisse réfléchir si je change d'avis ou pas». Et Thomas, lui, il avait jamais voulu d'enfant et il en voulait toujours pas et donc c'était plus tous les 6 mois, on se disait, «Et tu en veux?» Enfin, ou quand on voyait des enfants d'amis ou quoi: «Et toi alors, tu as changé d'avis?» «Non, pas du tout, j'en veux pas». «Et toi?» «Bah non, pas du tout, j'en veux Et pas», pourquoi tu avais cette Ouais, opinion-là, sur la ouais, maternité, enfin, ça t'avait ouais. juste jamais attiré? Je pense que d'une part, j'avais pas eu trop de bébés dans mon entourage et donc j'ai pas été en contact avec des bébés, point. Je pense que c'est vraiment ça. Les 2 fois où je me souviens avoir été en contact avec des bébés, c'était ma petite cousine qui est née, Et ta petite sœur, finalement? Parce que vous avez ouais, ma 5 ans petite d'écart, sœur, mais mais je m'en souviens pas trop, tu ouais. vois? Mais ma petelle cousine qui attends, moi là, j'ai 34, elle en a 12 ou 13. Elle va avoir Ah 13 ans, je oui. crois. Donc du coup, elle, je l'ai eue dans les bras bébé, mais en fait, je l'ai eue dans les bras, je m'en souviens très bien, je l'ai passée à la personne à côté de moi. J'étais là genre: «Elle a 2 semaines, je sais pas quoi faire avec». Enfin, tu vois?
ça m'avait même pas... Ça m'a juste marqué le fait que je savais pas quoi faire avec elle, tu vois. Pas spécialement, voilà. Ma petite Paloma, je t'adore. Hein. Mais à l'époque, je savais pas trop ce que c'était un bébé. Et après, une autre fois, je me souviens... Enfin, beaucoup plus jeune, du coup, j'avais fait des babysitting et il y avait un bébé, mais qui avait peut-être... je sais même pas, peut-être 2 ans ou... Ouais, donc c'était pas bébé, C'était pas un bébé, bébé. bébé. Du coup, voilà, j'étais pas trop en contact. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Il se trouve que moi, j'avais pas mal entendu ma mère dire Je vous aime de tout mon cœur, mais si c'était à refaire, je ferais pas d'enfant. Et Ah oui, donc, d'accord. Ah bah, ça a à la sûrement fois, forgé, je peux comprendre, et à la mmh. fois, c'est peut-être pas facile d'entendre ça, et ça crée des choses, des belles couches d'oignons quand t'es voilà, Mmh. enfant. Donc, il y a eu ça, je pense. Je crois que j'avais peur de l'accouchement parce que j'avais dû voir un film d'une femme qui accouchait et ça avait dû me terroriser, mais c'est un très vague souvenir. Mmh. Donc, je saurais pas trop dire. Et puis après, je pense que tout simplement, c'était l'inconnu, donc j'avais peur et donc je me créais Oui et plein puis de tu avais raisons peut-être pas pour dire d'amis autour que de non. toi, qui étaient enceintes, Ouais, non, et donc ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça faisait plusieurs années, 5-6 ans que mon mode de contraception, c'est la symptothermie, parce que je supportais pas les pilules et que mon stérilet, mon corps les a... Enfin, j'ai très bien accepté un stérilet pendant 5 ans, puis on a rejeté 3 successifs, donc j'avais pas trop le choix. Parce que la pilule, ça marchait pas du tout pour moi, c'était vraiment beaucoup trop bouleversant pour mon corps et j'en avais testé Et c'est plein. une grosse contrainte de se rappeler tous les Aussi, jours de prendre, une aussi, je suis pas pilule, si hyper tu douée l'oublies, dans tu es stressée, je suis pas très douée ouais, dans la ouais, j'en ai pris pendant régularité. 14 ans donc Ouais. je sais ce que c'est. Ouais, donc ça, voilà. Et donc, à un moment, je sais pas trop comment, je tombe sur la symptothermie. J'apprends que c'est une méthode d'observation des symptômes du corps pour définir si tu as ovulé ou pas, apprendre à connaître ton cycle, etc. Et je pense que ça a été peut-être un des premiers pas pour moi Donc c'est une vers... méthode, pour expliquer aux Ouais, auditeurs et aux je vais auditrices, expliquer, ouais. sans aucun prise Ouais, de non, stérilet ou de pilule, c'est vraiment ouais, tu es à l'écoute de tes cycles et de ouais, ton corps. ouais. Et c'était, je pense, pour moi, le premier pas vers ma physiologie du corps. Enfin, en tout cas, il y avait eu Minastorm, évidemment, sur l'écoute du corps, parce que j'étais moi-même no bras depuis le bac, d'ailleurs, un peu après, 2009-2010. Et du coup, la symptothermie, ça a été un step de plus, parce qu'en effet, tu prends rien. Tu prends ta température à heure fixe. Donc, moi, je la prenais dans la bouche. Au début avec un thermomètre normal, puis j'ai quand même, pour me rassurer, j'ai acheté un thermomètre qui s'appelle Daisy, D-A-Y-S-Y, je crois, ou S-I, je sais plus, qui te dit jour vert, jour rouge, tu vois? OK. Mais comme moi, j'étais un peu genre, j'ai envie de comprendre vraiment, j'ai pas envie de juste mettre toute ma connaissance Thermomètre. dans un petit thermomètre électronique, j'ai aussi fait la méthode de symptothermie des gens qui n'ont pas le thermomètre. Donc avec observation de ta glaire cervicale, et ta température. Et après, je sais pas, enfin moi, ça me suffit en tout Bah, de cas, toute je me façon, rends tu compte. sens quand tu ovules, Et tu moi, sens maintenant, je sens quand quand j'ovule. Enfin, mmh maintenant, en fait, globalement, je sais, je connais mon cycle, en fait. J'ai même plus besoin de... et en plus, tu es réglée, assez régulièrement ou c'est Alors ça, c'est le début. Enfin, la méthode te dit: «Il faut que tu sois assez régulier». ouais, Moi, j'ai des règles qui sont tous les 30 jours à peu près, ouais. mais ça m'arrive, genre là, j'ai eu un cycle, de 42 jours. Ah ouais. Et donc typiquement, je me disais bien: «Mais j'ai toujours pas ovulé, c'est bizarre, mais j'ai toujours pas ovulé, c'est bizarre», et je comprenais pas. Et donc ensuite, quand j'ai vu que mes règles n'arrivaient pas, j'ai eu quand même un petit flip de: «Bah non, je vais pas être, encore enceinte», et en fait, je me disais: «Mais non, mais pourtant je suis sûre d'avoir ovulé genre vers cette date-là, et donc je pense que j'aurai mes règles, vers cette date-là», et c'est ce qui est arrivé. Donc en OK. fait, il y a un moment où tu connais tellement ton cycle que enfin, c'est-à-dire tu connais ton corps, si on rentre dans les détails, dans ta culotte, tu reconnais que ce sont des Mmh. pertes d'ovulation ou des pertes du jour d'après l'ovulation. OK. C'est vraiment genre, c'est visuellement, tu le sais, quoi. Et c'est super intéressant d'ailleurs, et je recommande à toutes les femmes d'apprendre cette méthode parce que c'est génial. Mais en effet, il faut avoir des cycles plutôt réguliers et être quand même très, très à l'écoute, de son corps, quoi. Et après la température, ça t'aide, mais moi aujourd'hui, j'utilise même plus le thermomètre, juste, je sais quand j'ai ovulé. En plus, je sens mon ovulation, je sens le petit pic. Donc voilà, c'est assez facile. Je sais plus pourquoi on parlait de ça. Bah, pour ta fille, Pour du ma coup? fille. Et donc je prenais mes températures à ce moment-là avec le thermomètre, et donc j'avais les jours verts et les jours rouges, et ce jour-là,
On s'est pas dit avec mon mec que c'était un jour rouge. Et moi, je le savais très bien. Ah, tu savais que Ouais, c'était ouais, je un le jour savais rouge? très bien que c'était un jour rouge. Mais voilà, on s'est pas coordonné, on s'est pas dit. Et dans le feu de l'action, et bah, on a oublié. Et donc, moi, je me souviens très bien de ce moment où je lui dis, mais là, c'est mon jour d'ovulation, en fait. Donc là, c'est-à-dire que la seule chance pour qu'il n'ait Je pas tombe un enceinte? bébé, Ouais. c'est que, Tu te sois c'est que mon trompée? ovulation, elle marche pas ou voilà, mais je dis: «Je sais que je viens d'ovuler. J'ai ovulé, genre, tout à l'heure, je le sais». Donc c'est vraiment genre la fenêtre parfaite. Si on avait voulu le faire, on Mais n'aurait c'est peut-être un pas truc réussi de si dingue précis, parce quoi. que, moi, je sais que, enfin, justement, j'avais cette, enfin, je ne connaissais pas tout ça avant Ouais, de vouloir tomber ouais. enceinte et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, la fenêtre de tir pour tomber enceinte, Ouais, elle est très courte. ouais. Elle est ultra courte Enfin, elle est pas si et courte parce que tu peux avoir des spermatozoïdes oui, mais qui tu sais, durent tu très penses longtemps. que, tu le fais comme ça une fois et puis tu tombes Non. enceinte et en fait, celles qui le font comme ça une fois, qui tombent enceintes, c'est genre parce qu'elles l'ont fait vraiment quand elles Ouais, ovulaient c'est et ce ça. qui est quand même un C'est ça. alignement des planètes qui est quand Ouais, même ouais. Moi, assez c'était dingue. vraiment dans les 6 heures, quoi, dans les 6 heures de l'ovulation. Un truc de Et dingue. donc, on se dit: «Bah, on va prendre la pilule du lendemain» et moi, je dis: «Mais la pilule du lendemain, parce que elle ne m'a» en fait, son mécanisme, je savais comment ça marchait, mais j'avais jamais été dans ce cas-là. Mais le mécanisme de la pilule du lendemain, c'est qu'elle décale ton ovulation. Si elle n'a pas eu lieu, mais en l'occurrence, moi, elle venait d'avoir lieu. Donc j'ai envoyé Thomas chercher la pilule du lendemain, mais je lui dis: «Demande au pharmacien si l'ovulation vient d'avoir lieu, si ça a un impact». Parce que pour moi, je viens d'ovuler, la rencontre a déjà été faite, si elle devait se faire. Donc la pilule du lendemain, elle va juste venir mettre un shot d'hormones sur ça. Est-ce que ce shot d'hormones peut stopper un processus débutant? Et donc Thomas va à la pharmacie, il m'appelle, il me dit: «Oui, le pharmacien, il me dit que les femmes, elles savent pas quand est-ce qu'elles ovulent, donc faut que tu la prennes quand même, dans tous les cas». Je lui dis: «Bah, tu peux lui dire que je sais tout à fait quand j'ovule et que par contre, est-ce que est-ce que ça peut quand même faire quelque chose?» Et là, il me dit: «Bah, je sais pas, c'est pas très clair, il dit qu'il faut que tu la prennes quand même». Ouais. Donc je la prends quand même, mais dans ma tête, je me dis: «Mais ça ne sert à rien, j'ai déjà ovulé, je sais que ça ne sert à rien». Est-ce que dans On ta était, tête, tu te prépares déjà à une non, pas éventuelle du tout. grossesse ou Non, pas du tout et donc le 9, ça c'était le 9, décembre, de quelle année? heu, bah, du coup 2021, 9 décembre 2021. Il se trouve que le 9 décembre, c'est vraiment une date clé dans ma vie puisque c'est aussi une date à laquelle on s'est mis ensemble, avec Thomas. OK. Donc voilà, une petite récurrence sur le 9 décembre, c'était rigolo. Heu et heu et là, bah, ensuite décembre, avance, donc moi, c'est un mois très chargé parce que, c'est Noël Ouais. pour la boîte. C'est Noël aussi, bah, dans ta vie familiale, donc fallait acheter les cadeaux, machin et puis Donc tu il y as avait le moins Covid. fait attention à ton cycle? Je faisais non pas que je faisais pas attention, j'attendais mes règles, en Oui. fait. J'attendais mes règles, qui devaient arriver dans les 2 semaines, normalement. Et j'avais pris la pilule du lendemain avec ce pharmacien qui disait: «Mais si, si, ça servira à quelque chose, probablement». Donc bon, bah, OK. Hem et puis, c'était le Covid, donc je me souviens, je pense que j'avais dû retourner aider à la chocolaterie le 24 décembre. J'allais faire Noël chez mes parents. Mon père vient me chercher, récupère ma sœur et on repart en voiture chez mes parents. Et dans la voiture, c'est rigolo, ma sœur me dit: «Ah tiens, j'ai toujours pas mes règles, voilà». Et moi je dis: «Ah bah oui, moi aussi je les attends là», il se trouve que ma sœur a le Covid. Donc on se retrouve bloqués à la maison, tous en quarantaine pour Noël et donc je peux pas aller faire de test de grossesse ou quoi. J'ai genre un vite fait, spotting, et je me dis: «Ah bah tiens, c'est ça mes règles, ça y est, ça démarre avec les seins qui ont gonflé». Je me dis: «OK, c'est bon, j'ai mes règles, tout va bien». Sauf que le spotting n'a pas donné lieu à autre chose, mais je me dis: «Oui, bon, bah, peut-être que la pilule du lendemain, elle a foutu le bordel et que, j'aurai des vraies règles le cycle prochain». Mais là, mes seins ne dégonflent pas et en général, moi, ils gonflaient avant les règles, puis genre, ça dégonfle et voilà. Et là, je me dis: «OK, là, ils sont gonflés, là. Là, ils ont vraiment gonflé». Ça a été le signe aussi pour moi. Voilà. Ça a été la Ouais. poitrine douloureuse qui gonfle. Je me disais: «Là, c'est plus gonflé que d'habitude», mais encore une fois, j'avais pris pas mal d'hormones, donc je me disais: «Peut-être que c'est lié». Mais il y avait quand même un truc qui s'était allumé dans ma tête, genre:
là, ça m'inquiète. Et donc, j'écrivais à Thomas, qui lui faisait Noël dans sa famille aussi, qui n'était pas avec moi, du coup. Et je lui dis, bon, bah voilà, avec le truc de quarantaine, je vais pas pouvoir rentrer avant le 31. Ou lui, je sais pas, peut-être qu'il était ailleurs, j'en sais rien. Et je dis, bah, on va se voir le 31. Et donc, le 31, je dis, non, mais en fait, je crois vraiment que je suis enceinte là. Enfin, j'ai vraiment un gros flip, quoi. Et, et du coup, 1er au matin, moi, j'étais tellement stressée, je me suis réveillée hyper tôt. Je pars à la pharmacie, donc 1er janvier, hein, pharmacie ouverte. J'achète un test de grossesse et là, les pharmaciennes me disent: «Ouais, trop bien, j'espère que ça sera positif pour la nouvelle année». Moi, j'étais là genre: «Bah, moi, bon, j'ai rien dit, je suis partie avec mon test de grossesse». Je le fais, tranquillement dans les toilettes avec une dose de stress absolument monumentale et évidemment, il était positif et je sors des toilettes. Je me mets à pleurer. Je suis: «Il est positif, je suis enceinte!» Et donc là, c'était vraiment genre: «Oh my God, qu'est-ce qu'on va faire, quoi?» Et donc, bah, nous, comme on voulait pas d'enfant, bah, j'ai pris rendez-vous pour avorter. Mais il y avait quand même une petite lumière dans ma tête qui était pas sûre. C'était pas évident que j'allais avorter, quoi. Et je pense avec du recul que quand j'ai vu que j'étais enceinte, pourquoi j'ai pleuré, c'était plus, genre, parce que mon corps, il savait que j'allais garder ce petit bébé. Que ça s'est fait Ouais, malgré tout. ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait de ça et qu'il y avait une partie de moi qui savait que j'arriverais jamais à avorter. C'était impossible pour moi. Donc bon, je fais quand même le rendez-vous, enfin, j'appelle mes copines, tout ça. J'en avais qui venaient d'avoir un bébé, qui me disaient: «Mais c'est trop mignon», et tout. Donc il y avait quand même cette discussion de: «Qu'est-ce que je fais, quoi?» Et donc on va faire le rendez-vous. Sage-femme regarde, échographie, oui, bah, en effet, il y a bien un bébé avec, enfin, elle avait pas mis le cœur qui bat, elle m'avait enlevé le Ouais. son, machin. Elle me dit: «En effet, il y a bien un bébé, qu'est-ce que vous voulez faire?» Donc on prend rendez-vous pour l'avortement, chimique et elle me demande si je veux un délai de réflexion et je dis: «Oui». Donc j'avais 1 semaine. Donc j'ai rendez-vous dans 1 semaine pour, prendre le médicament et donc elle nous explique que voilà, si l'avortement chimique, ça fonctionne pas, il faudra passer au chirurgical. Et à ce moment-là, je me souviens très bien, moi, j'étais allongée, genre, au bout de la salle et Thomas, il était sur une chaise de l'autre côté et elle nous dit, s voilà, si ça marche pas le chimique, va falloir passer au chirurgical et je regarde Thomas et dans nos yeux, il s'est passé genre: «C'est sûr que ça marchera pas et on va pas lui faire subir tout ça, ce petit truc», tu vois? Ce Mmh. petit Et je m'en souviens encore de cette sensation de genre, vraiment de m'être dit: «Mais je peux pas lui faire subir ça». Enfin, il y avait vraiment un truc Mmh. déjà de protection alors que ça faisait peut-être 1 4 mois? semaines que Ouais. j'étais enceinte, quoi. Et en fait, je ressentais vraiment ce truc-là de protection. Il y avait un truc qui me disait: «Mais je peux pas l'enlever ce Ce petit petit truc», tu truc. vois? Ce petit poids. Nous, on Ouais, l'avait appelé petit ça pois. fait la taille d'un Ouais, ongle, c'est quoi, ça. donc On disait: «On peut pas l'enlever ce petit pois, il est déjà logé là». Et donc à ce moment-là, j'ai vu, à peu près toutes les thérapeutes qui m'ont accompagnée dans ma vie, je les ai vues 1 par jour pendant cette semaine-là. Donc j'ai vu, une de mes coachs qui m'a aidée à faire sortir les émotions de pourquoi j'ai peur. Hem, donc je m'en rappelle même plus trop, mais il y avait une histoire de l'enfant intérieur, je sais plus trop. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré. Il y avait ma thérapeute, somatothérapeute, qui, elle m'avait fait parcourir la liste de toutes les raisons pour lesquelles c'était non et s'il y avait des raisons pour le oui. Donc j'avais, je sais pas, 37 raisons peut-être pour non, j'en sais rien, il y en avait vraiment beaucoup et après il y avait les raisons pour, oui et les raisons pour oui, il y en avait qu'une seule, c'était accepter ce cadeau de la vie et quand elle m'entend dire ça, elle me dit genre: «Mais tu as vu comment tu formules ton oui quand même?» Bah, oui, en effet, peut-être que et donc finalement, bon, bah, voilà, je vois, ces thérapeutes, j'envoie une dernière, kinésiologue qui me fait test, musculaire, où c'est ton corps qui répond aux questions et bref, à la fin de tout ça, moi, c'est un oui, je veux garder ce petit bébé. Thomas, c'était un non, donc il va voir la même thérapeute. Finalement, il ressort, il me dit: «Bah, c'est toujours non» et moi, je lui dis qu'on a un problème et puis 5 minutes après, il me prend dans ses bras avec un grand sourire, il me dit: «Bah, on va être une famille». Et donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est vraiment fait comme ça. Donc c'était, et puis à partir de ce moment-là, bah, on a shifté, quoi. À partir de ce moment-là, on était hyper, partants
pour accueillir ce petit bébé. Mais par contre, on connaissait rien. On n'avait Mmh. aucun ami qui avait eu des bébés. Enfin, si, on en avait eu 2, mais ils habitaient pas à Paris, donc on les a pas beaucoup vus. Et puis on n'avait pas été très très informés non plus. Et puis, ouais, on était au courant de rien, quoi. Vraiment, on est arrivé premier rendez-vous chez le sage-femme, qui devait être le rendez-vous d'avortement chimique. On a dit: «Bah, finalement, on garde, petit pois». Et donc, il dit: «Oh bah, super et tout, félicitations, très content pour vous». Et on dit: «Par contre, on sait rien nous, hein. On sait même enfin, presque on sait pas ce que c'est un bébé, quoi. Genre, va falloir vraiment nous accompagner beaucoup parce qu'on est au courant de rien». Donc bah, il nous a tout expliqué et puis voilà. Par rapport à Minastorm, parce que c'était donc ton premier Mmh. bébé Mmh. et cette grossesse dont tu as beaucoup hésité pour Mmh. l'avoir. Est-ce que une des raisons pour lesquelles tu ne voulais pas cet enfant, c'était notamment par rapport à ta boîte, à son développement? Non, pas Non? du tout. C'était vraiment, à ce moment-là, j'étais en huis clos avec, moi-même et même il le sait Thomas, hein, sa discussion à lui n'entrait pas en jeu non plus, en fait. C'était vraiment, est-ce que moi, dans mon corps, je veux faire grandir un bébé? C'était Mmh. vraiment ça. Il y avait il y Bah, avait il y a même ça, il y a tout pas, l'après. beh, non, à Non? ce Même moment-là, pas? pour moi, non. Il y avait: «Est-ce que dans mon corps, je veux accueillir un bébé?» Je me souviens même que Chloé m'avait dit, à un moment, elle m'avait dit, je sais plus quoi, «Ça va changer quand tu vas devenir maman». Et je me souviens avoir eu une vague de: «Waouh, mais je vais devenir maman?» Dans ma tête, j'allais juste être une femme enceinte, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'était vraiment au jour le jour. Pas du tout, j'étais pas du tout dans la projection. Cette grossesse, je l'ai vécue vraiment dans le présent, quoi. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et comment tu te sentais alors? Tu étais heureuse? Tu étais Alors anxieuse? déjà, Tu j'ai été très étais malade au début. ah OK. Donc je pense que alors je sais pas si c'est mon corps qui voulait vraiment me faire comprendre que j'étais enceinte et il m'a mis au tapis. Donc j'ai une multitude de photos de moi allongée par terre dans différents endroits, magasins, restaurants, bureaux, rues, métro, parce que je faisais des malaises. Donc Ah merde! voilà, donc j'étais vraiment, j'avais beaucoup de malaise au début, j'ai beaucoup vomi, c'était pas très rigolo. Et puis, bah, comme tout le monde disait, 3e mois, 14e semaine, ça va se calmer et ça s'est calmé. Ah, Et c'est un donc, truc de dingue, hein. C'est d'une ouais, semaine à une ouais, autre, c'est ça, c'est ça, tu passes l'étape, c'est ça, cruciale. ouais. Donc Moi, j'avais je le petit bracelet là, qui appuyait sur le point d'acupression, ah! je sais pas quoi, et ça m'avait aidé un peu. Puis j'avais trouvé que si je mangeais pas jusqu'à 11h, ça allait mieux aussi. Donc j'avais Ouais. peut-être un délai de je sais pas. Je n'ai pas résolu ce mystère, mais en tout cas, je me souviens que, ouais, au début, c'était surtout, bah, j'étais pas bien, quoi. Ouais. J'étais pas bien, mais par contre, mentalement, j'étais contente. J'étais contente, je me disais: «Bah». Tu t'es organisée pour, du coup, ton congé mat, la suite, au sein de Minastorm? Mais j'étais au courant de rien, tu vois? J'avais pas du tout, anticipé que, bah, comment on allait enfin, qu'il y a un bébé qui allait arriver, qu'il allait falloir le faire garder. Enfin, je savais rien. J'étais au courant de rien. Donc je me souviens que Chloé me posait souvent des questions genre: «Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Comment tu vas faire ça? Faut qu'on s'organise». Parce qu'elle, du coup, elle avait très envie d'avoir un bébé, donc elle était déjà, en fait, 100 Super prête informée? et hyper informée. Et moi, mais je partais de zéro, quoi. Donc ces questions m'aiguillaient sur: «Ah oui, c'est purée, mais attends, c'est vrai qu'il y a ça et tout». Donc j'ai commencé à poser des questions à des personnes autour de moi qui avaient des bébés, mais encore une fois, j'avais pas de personnes à Paris autour de moi, copines qui avaient des bébés. Donc j'avais peu d'entourage. Et ça s'est surtout précisé, je dirais, vers la fin de la grossesse où ça devenait un peu plus concret et que je me disais: «OK, là, va vraiment y avoir un bébé qui arrive. En effet, il va falloir que je trouve une nounou», enfin voilà, ou la crèche, et cetera, et cetera. Mais ça s'est fait très progressivement et non, j'avais pas du tout anticipé. D'ailleurs sur, mon congé maternité, c'est Chloé qui m'a dit: «Bah, faut qu'on prenne une apprentie pour, reprendre tes tâches». Et heu et je me rappelle même qu'au début, je me disais: «Mais je vais pas être tant absente». Enfin, tu vois? Vraiment, j'étais, dans un autre monde, quoi. Je me rendais pas du tout compte. Donc c'est Chloé qui a trouvé une apprentie. Enfin, vraiment, c'est elle qui a organisé, beaucoup de choses, quoi. Moi, j'étais, du coup, désolée Chloé, mais j'avais pas du tout anticipé, ce que ça voulait dire de devenir une maman, en effet. Et alors la rencontre avec, Zelda? Ouais. Bah, du coup, je devais accoucher normalement début septembre. Finalement, j'ai accouché à la 37e semaine, j'ai perdu les os, je suis partie, à l'hôpital. J'étais en plateau technique avec un sage-femme. C'était son jour de départ en vacances, donc j'ai eu quelqu'un d'autre en remplacement. Finalement, ça a beaucoup tardé, ça a fini en césarienne.
Et je me souviens juste de la sage-femme qui me dit, «Je vais chercher ton bébé», et à ce moment-là, de avoir vraiment, je te jure, cette phrase dans ma tête qui était: «Mais il y a vraiment un bébé, en fait, il y a vraiment un bébé. Il y a vraiment un bébé». Genre, c'était, ouais, OK, c'est en fait Ça fait bizarre la première rencontre, hein, parce ouais, que tu grandis un petit être dans ton corps, ouais, tu le vois en échographie, parfois tu as des échos 3D, ouais. mais de voir ce visage pour la première fois, moi Bah, c'est alors, je l'ai pareil, j'ai même eu pas un bug, vu, en fait. j'étais en mode: «C'est à Ouais. moi ça?» Bah, ouais, ouais. Non, C'est moi, c'était plus quand elle m'a dit: «Je vais le chercher», parce qu'elle était derrière ma tête et elle s'est déplacée pour venir récupérer le bébé. Et elle m'a apporté un espèce de paquet rose, qu'elle m'a mis contre la joue, donc je me souviens avoir mis la tête dessus, et après, j'ai juste entendu, «OK, on va la recoudre, Thomas, ouvre ta veste, on te met, le bébé dessus et tu vas aller dans une autre salle plus chaude, il fait trop froid pour elle ici». Bam, 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 je me fais recoudre et balloter dans tous les sens et ensuite on me met dans une autre salle, et je me souviens que le premier truc que j'ai dit, c'est: «J'aimerais voir mon bébé». Genre: «Où est mon bébé?» Tu vois? Elle me dit: «On va vous l'apporter». Et donc Thomas arrive, me met Zelda là et j'étais là genre je crois le premier truc que j'ai dit, c'est genre: «Mais elle est blonde!» Genre ce qui est pas très attendu, avec, lui il est très blond, mais donc voilà, et je l'ai mise à téter, et je me souviens encore du petit pincement et d'avoir sursauté, et d'être là genre, complètement dans un autre monde, encore shooté en plus par, l'anesthésie, le bébé, Thomas qui est là genre: «Oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé?» quoi, vraiment, truc de fou. Et en fait, les premiers jours, ils ont surtout été marqués par, la difficulté de me remettre de la césarienne. Mmh. J'ai mis, enfin, en vrai, 1 mois à m'en remettre et à pouvoir marcher, dépliée. Enfin, 3 semaines pour pouvoir marcher, bien, enfin bien, Ouais, marcher, et encore, c'est parce que j'avais le mariage d'une de mes meilleures amies à ce moment-là, donc je me tu t'es suis forcée, motivée. mais sinon j'étais allongée, ouais, pendant Ouais. 3 semaines, quoi, et du coup, je me souviens plutôt de la difficulté de ça, de la difficulté de l'allaitement au début, mais comme j'avais une césarienne, ça c'est devenu un vrai combat de me dire: «Ah non, non, mais si mon corps me fera pas défaut 2 fois, je veux vraiment, arriver à ça au moins si j'ai pas réussi à accoucher». Après j'ai travaillé sur ça évidemment parce que bien sûr que j'ai accouché de mon bébé, mais c'était un Oui, accouchement c'est différent. toujours, Mais du coup voilà, j'avais un peu ce truc-là et j'avais envie de tester cet allaitement, j'avais pas forcément de durée en tête. Enfin vraiment encore une fois, j'étais au courant de rien, quoi. On m'avait dit: «Oui, est-ce que tu as tu veux appris ta allaiter?» maternité au fur Ouais, et à mesure, au fil de l'eau. ouais, vraiment. Mmh mh. Et comment se sont organisés donc les premiers mois, Ouais, premières années ouais, à ton retour, ouais, donc de congé, maternité avec, ouais, ton poste de chef d'entreprise? Qu'est-ce qui a changé, dans ton mmh, organisation et ouais. même dans ton mindset d'entrepreneuse? Je me souviens que, moi, j'avais vu des femmes qui emmenaient leur bébé au bureau et je m'étais dit: «Bah, peut-être je peux faire ça et je le mettrai sur un transat en dessous de moi et elle fera ses siestes et je pourrai l'allaiter», et voilà, et c'était pas trop comme ça que le voyait mon équipe. Donc j'ai pas pu faire ça. Et donc du coup, je me rappelle d'une séance de travail où je suis venue au bureau vers, je pense elle devait avoir 1 mois ou 1 mois et 1 semaine, quelque chose comme ça, mais elle était vraiment toute petite, et j'avais travaillé toute la journée au bureau, mais j'étais très fatiguée. Donc c'était dur pour moi, en fait, plus que pour elle, où elle, bah, quand il y avait besoin, je la prenais dans les bras, je l'allaitais et puis voilà. Mais mon souci avec la césarienne, c'est que je pouvais pas prendre de porte-bébé. Mmh. J'arrivais pas. Donc en fait, elle était tout le temps allongée ou dans mes bras, mais il fallait vraiment que je sois calée dans un fauteuil, pour pas avoir d'appui sur mes abdos parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à récupérer, et donc je me souviens que les filles sont venues travailler, chez moi. Donc elles emmenaient, dans un grand sac, tout ce qu'il fallait pour me montrer, les produits en cours, faire des essayages et tout, et donc on faisait, bah, pendant entre les siestes, enfin voilà, on travaillait, elle était au sein, enfin donc ça s'est fait un peu comme ça. Hem, L'apprenti qu'on avait recruté était vraiment, génial, donc du coup ça a bien fonctionné aussi. Mais finalement, bah, j'ai repris assez tôt, et j'avais prévu de prendre une nounou parce que j'aimais bien l'idée d'avoir, Zelda à la maison, en même temps que je puisse faire un peu de télétravail pour pouvoir la voir pendant la journée. Pas tous les jours évidemment, mais j'aimais bien cette idée de que ça soit progressif, et donc je pense que la nounou, elle a dû arriver vers 2 mois, 2 mois et demi, et ça a permis, de faire une transition très douce parce qu'en fait, la nounou est devenue, bah, membre de la famille aux yeux de Zelda. Elle était là tous les jours, moi j'étais là aussi, je faisais de plus en plus de télétravail,
Et je pense que je suis revenue, congé maternité 3 mois. Je crois que j'ai eu une extension du fait de la césarienne, je me rappelle plus trop. Enfin, d'ailleurs, je me souviens que j'avais pas trop compris, en termes de Ouais, date. Enfin, c'était pas très clair, j'avais pas ouais, trop compris, tout ouais, l'administratif, quand est-ce que je devais rentrer et tout, c'était, bon, un peu compliqué. Hem, mais globalement, je dirais que j'ai quand même eu un congé, j'aime pas dire congé, mais un arrêt oui. maternité, hem, qui a été enfin, j'ai quand même réussi à le faire, j'ai l'impression, grâce à toute l'équipe, et surtout grâce à Chloé qui a méga bien organisé les choses, pendant que j'étais pas là. Mais du coup, tu reviens au travail, tu es quand même toute endolorie, fatiguée. Ouais, ouais, Ça a impacté comment, ouais, ton travail et ton entreprise dans les ouais. mois qui ont suivi? Bah, déjà, le plus gros impact, ça a été sur le fait que, je pouvais plus bosser, H24. Parce qu'avant, je travaillais la nuit, je travaillais, la journée, enfin, je travaillais tout le temps, en fait. Il y avait pas trop Mmh. de sujets, si j'allais travailler la nuit, j'allais me réveiller plus tard et j'allais, voilà, rebosser la journée. Enfin, je faisais un peu que ça et là, tout à coup, j'avais un nouveau-né à nourrir, toute la nuit parce que du coup, enfin, c'était un allaitement exclusif. C'était très demandant. Oui et puis même au bout d'un moment, quand ton enfant a fini la nounou le soir, tu as envie d'en profiter. Exactement et Donc donc et ouais, donc après il y a les j'avais tunnels, le tunnel du matin, le ouais. tunnel du soir, C'est ça. Donc j'avais, une nouvelle plage de travail qui était beaucoup plus courte et du coup, ça m'a forcée à être beaucoup plus efficace dans ce que je faisais et à faire moins de choses et à faire vraiment les plus importantes. Donc ça, c'est le truc, je dirais, que j'ai vu direct, c'est que tu plus le temps de t'éparpiller sur des trucs, quoi. En fait, ouais. là, genre On pas le en a time. parlé dans une Enfin, interview il y a pas longtemps et on disait, en fait, quand ouais. tu deviens maman, tu as plus de bullshit dans ta vie parce Non, qu'en fait, tu as plus le temps. non, tu pas le temps. Enfin, déjà, je veux dire, si j'avais le temps de me laver, j'étais contente. Donc me laver, enfin surtout m'occuper de ma fille, c'était la prio number one. Manger, prio number Ouais, two, parce qu'en fait, j'étais affamée. Je pense qu'il y avait la reconstruction des tissus, voilà, et il y avait l'allaitement. En fait, j'ai ouais. appris, après que c'était 900 calories par jour, l'allaitement, mais c'est monstrueux. Donc en fait, je faisais que manger, ouais, ça et après, travailler le mieux que je pouvais, dans le peu de temps que j'avais de disponible et le cerveau pas tout à fait encore réaligné. Mmh. Mais voilà, je me souviens que ça s'est passé comme ça. Et donc c'est bon, Zelda a grandi Ouais, depuis, elle a 4 ans, elle a ouais, tr un peu moins, mais bientôt, ouais, en bientôt août. 4 ans. Comment est-ce que tu dirais que ta vision du travail, de l'entrepreneuriat a Ouais changé depuis que tu es devenue maman? et je pense qu'elle a complètement changé parce qu'à l'époque, il y avait, le travail qui était mon bébé et enfin, Minastorm était mon bébé, donc c'était ça ma priorité avec évidemment, mon couple, mais en fait, on avait tellement de temps que c'était pas un sujet. Donc c'est par rapport à quand tu es maman, tu divises ton temps par, je sais pas, par 20. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, mais ce serait intéressant de savoir s'il y a une stat qui a Mmh. été faite sur, la différence de temps de couple avant bébé et après bébé. Ah ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'était même pas un sujet puisque, on avait tout notre temps tous les soirs, on n'était pas Et ça s'est bien fatigués, passé justement, entre vous avec Thomas, sachant que, il y a eu quand même ce doute au début, de ouais, devenir parent? Faut le dire, les 2 premières années sont très dures ouais. quand tu deviens parent. Il y Beh a pas eu de baby clash En ou? fait, nous, notre chance, c'est que on n'avait jamais anticipé toutes les choses chouettes de la maternité de la paternité. On avait anticipé que les choses nulles. Donc en fait, on a fait que découvrir jour après jour les choses géniales, d'un enfant. Donc en fait, on était émerveillés chaque jour. Donc je pense que la plupart des parents, c'est ça. Mais comme on n'avait pas ce truc de: «Ça va être génial», Mmh. on était dans l'attente de rien et donc on a vraiment vécu, le positif de plein fouet, quoi et on était là genre: «Mais c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est adorable, genre c'est la vie», enfin vraiment c'était hyper rigolo, quoi. Donc non, après évidemment, qu'on s'est engueulés comme tous les parents parce qu'on est fatigué et qu'il y en a un qui fait pas le truc comme l'autre il a envie de le faire et qu'il y a Ouais. un équilibre à trouver. On a fait, Il y a plusieurs plans d'étapes de toute façon à ouais, c'est faire, hein, ça, parce que exactement. c'est un peu les montagnes russes. Tu as des moments où ça va très bien, ensuite, Ouais, tout le monde est malade, tu c'est ça. enchaînes les nuits blanches et du coup, Ouais, ça pète. ouais. Donc Je dirais qu'on a quand même plutôt bien géré et j'avais entendu moi parler des stages Imago et donc on a fait un stage Imago, qu'est-ce que c'est les stages Imago? c'est un accompagnement, comment expliquer?
C'est, c'est une sorte d'accompagnement, thérapeutique pour les couples, mais qui se base sur une méthode qui s'appelle Imago, qui est une méthode de dialogue. C'est assez charté, genre tu as chacun ton script, collé sur la poitrine de l'autre et tu as vraiment, un script qui vient eux, ils aiment bien dire: «Ça vient pas résoudre les conflits, mais ça les dissout», parce que tu viens creuser dans les émotions de ton enfance et ce que ça te fait ressentir de ton enfance et dans tes blessures d'enfant et donc de cette manière-là, tu arrives à avoir un dialogue beaucoup plus apaisé, heu, dans ton couple, OK. quoi et donc j'avais vu ça, je crois que c'était Louise Chabat qui avait partagé ça, qui avait dit que c'était génial. Donc on a fait ça et on l'a fait au bout de 2 ans, je crois, ou 1 an et demi peut-être et c'était ou 2 ans et demi? Peut-être 2 ans et demi, peut-être 2 ans et demi plutôt. Bon, je sais plus trop, mais potentiellement plus 2 ans et demi et ça nous a vachement, ressoudés, parce que ça a créé cette connaissance ou croyance, je sais pas, en nous que, le le couple se constitue de 2 personnes qui sont parfaites pour appuyer sur les boutons rouges de l'autre, mais aussi pour l'aider à résoudre ses boutons rouges du coup, donc ses Mmh. traumas et donc en fait, il y avait un sujet, enfin pendant le stage, il nous disait ça: «Si vous quittez cette personne-là» qui évidemment pas dans les cas où c'est des relations, très malsaines ou toxiques ou quoi que ce soit, mais quand c'est une relation où globalement ça va, si tu quittes cette personne-là pour ces boutons rouges-là, que tu n'as pas résolus, c'est tes boutons rouges. Mmh. C'est pas les problèmes de l'autre, c'est tes boutons rouges qui sont activés par les choses que l'autre fait. En fait, si tu vas ensuite avec quelqu'un d'autre, tu as toujours les mêmes boutons rouges. Donc si l'autre, il fait les mêmes trucs, ça va activer toujours les mêmes boutons rouges chez toi. Donc en fait, le travail, il est à faire sur Toi. toi-même, Mmh. mais chacun de son côté, Oui. évidemment et dans le respect, évidemment. Mais du coup, ça nous a vraiment, soudés dans le fait de, bah, OK, on va travailler chacun sur nos boutons rouges, en fait. OK, c'est super Voilà. intéressant, je connaissais Mmh. pas du tout. Ouais, c'est génial. J'apprends plein de trucs avec toi dans cet épisode, comment c'était? La symptothermie. La Ouais. symptothermie, Ouais. la méthode Imago. Qu'est-ce que Ouais. tu dirais donc ça, c'est chouette, vous avez pu travailler ça ensemble Ouais. et c'est vrai que le baby clash, c'est quand même un des plus gros Mmh. challenges, Ouais. des jeunes parents, surtout j'imagine quand, c'était pas forcément planifié. Toi, en plus, tu avais donc quand même un autre bébé avant, Ouais. qui est ton entreprise, Ouais. ta boîte, Storm. Qu'est-ce que tu quel a été le plus gros challenge ou le plus gros défi pour toi, dans ces années de maternité et d'entrepreneuriat? Bah, c'est la culpabilité permanente, hein, ça c'est sûr. C'était que quand j'étais au travail, je me disais: «Mais putain, je ferais mieux de tout plaquer», pardon pour les grossièretés, mais de tout plaquer, cette boîte qui me mange en fait, pour pouvoir passer du temps avec mon bébé. Genre en fait, physiologiquement, je sentais que j'étais censée être avec mon bébé toute la journée, et pas le confier à une nounou, en fait. Je me disais: «Ça a pas de sens», tu vois? Et en même temps, bah, j'adorais aussi ma boîte et ça donnait du sens et je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» En même temps, on n'a pas les sous non plus pour être sur un seul salaire donc enfin, c'est quoi l'autre plan, quoi? Donc est-ce que c'est de changer complètement de vie? Mais comment? Enfin, et il y avait un truc de, bah, encore une fois, désolée pour les grossièretés, j'ai le cul entre 2 chaises, quoi et donc j'ai c'était ça. Je pense le Mmh. plus difficile pour moi, c'était en permanence, d'avoir envie d'être Et bah, tu quand l'as j'étais trouvé avec, cet équilibre? je dirais que avec le temps, ton bébé a moins besoin de toi et donc ce sentiment s'apaise aussi par ça. Parce Ouais, que, bah, je sais que moi, elle aime bien aller à l'école aujourd'hui, tu vois? oui. Elle aime bien jouer avec ses copines, aller au parc, enfin, il y a aussi ça. Mais j'ai toujours dans ma tête ce truc de je sais qu'elle aime bien, mais elle préfère enfin, si le matin je lui dis: «Est-ce que tu préfères passer la journée avec maman ou aller à l'école?» 100 des matins, elle me dira: «Passer la journée avec maman». Mmh. Et ça, d'ailleurs, tu vois, j'ai l'émotion qui monte. C'est ça le plus dur, en fait. Ouais, C'est que genre, je sais que chaque jour, c'est faire ces c'est pas moi choix-là. qui l'occupe et chaque jour, je fais le choix Mmh. d'aller travailler plutôt que d'être Mais avec tant elle. que ça reste un choix Ouais, c'est et ça. pas une Bah, contrainte. Enfin, après, c'est tout qu'est-ce qu'un l'ambiguïté d'être choix? entrepreneur parce que quand tu es Ouais, entrepreneur, tu choisis ouais, d'entreprendre, mais des fois, bah, comme tu le dis, tu pas ouais, non plus, 1000 choix, ouais, 1000 situations et puis je pense qu'on le sait toutes et tous quand on est ouais, entrepreneur, on s'est déjà tous posé la question de retourner au salariat et on s'est déjà tous dit: «Oh, ouais. Mais là, c'est ça va même être pas une compliqué». question de Ouais, oui, salariat. oui, oui. C'était une question genre de moi, là, j'aimerais ne pas travailler du tout.
pendant, ouais, peut-être 2-3 ans, quoi. Et avec ton équipe, tu peux pas, par exemple, déléguer, vous organiser? Parce que quel est ton rôle actuellement au sein de Ouais, Minastorm? alors il y a eu beaucoup d'évolutions parce que du coup, alors attends, j'ai eu Zelda en 22. 13 août 2022. Ensuite, on a eu attends, l'année 2023 et 2024 où on a pas enfin 2023, on a pas mal structuré, on a recruté des nouvelles personnes dans l'équipe. 2024, année très difficile pour tout le monde, dans le commerce et nous compris. Donc nous, on avait, je crois, baissé notre chiffre d'affaires de 10 mais on avait augmenté nos coûts de 10. Donc on avait un gap qui était assez fort, en fait, et notre trésorerie, elle était certes, en très bon état, mais pas suffisante pour pouvoir durer non plus, des années, quoi. Et donc, on s'est retrouvés à un stade où, bah, on a dû se séparer de 2 personnes de notre équipe. À ce moment-là, Chloé a décidé elle aussi d'arrêter l'aventure. Donc, du coup, je me suis retrouvée moi seule avec, Mina, la fameuse, à décider si j'avais envie de rester ou pas. T'as entendu un clic, non? Non, non, OK. t'inquiète. Et donc j'ai décidé de rester à ce moment-là. Et ça m'a pris quand même, un bon mois, hein, de décider si j'allais rester ou pas dans ces Ah ouais. conditions, puisqu'en fait, on allait passer d'une équipe de 8 à une équipe de 2. Ah ouais. Donc il y avait un vrai choix à prendre de: «Est-ce que ces conditions me conviennent?» Et me conviennent en tant que maman, me conviennent en tant que femme. Mmh. Et du coup, donc j'ai décidé de continuer, parce que j'avais envie de voir, comment ça pourrait se passer et que j'adore ce que je fais, donc j'avais pas trop de sujets, en fait. J'ai Oui, en dehors de la difficulté, j'aime vraiment beaucoup nos produits et je trouve que ça fait sens ce qu'on fait et ça me remplit, ça me nourrit et ça me remplit aussi, quoi. Donc du coup, j'ai continué. Je pense que je me suis retrouvée seule en novembre 2024. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait mon plan de reprise sur les mois d'après et ensuite j'ai lancé, ce que je voyais à faire. C'était hyper dur parce que j'avais pas mon pilier de toujours, Chloé qui, était quand même, exceptionnelle et garante de toute la finance, toutes les opérations, tous les trucs que moi de base, genre, je trouve super chiant et que je sais pas du tout faire. Donc j'avais vraiment la moitié, des tâches, que je ne connaissais même pas, qu'il fallait reprendre. J'avais tout le suivi financier et puis après j'avais toutes les tâches des personnes que j'aurais plus dans l'entreprise. Mmh. Donc c'était pas évident et à côté de ça, j'avais évidemment, ma fille Zelda, ouais. et mon couple. Qui avait 2 ans à Ouais, l'époque? Mmh. donc c'était pas évident, mais bah, après j'ai énormément travaillé la nuit, donc ça a été difficile parce que du coup, je rentrais, je faisais mon tunnel du soir avec elle parce que j'avais envie de passer du temps avec elle et je me remettais à bosser à 21h30 jusqu'à 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00 et ensuite le matin, bah, entre 6 et Rebelote. 7:00, elle se Mmh. réveillait, quoi. Donc 2025 a 2025 a été été une année, fatigante, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vu apparaître pas mal de cheveux blancs. Mais en fait, on a fait une super année avec Minastorm, puisque du coup, on a renoué avec la croissance, cette année-là, donc génial. Et finalement, le fait de reprendre la main sur tous les sujets, de tout remettre à plat, ça m'a éclatée. J'ai vraiment adoré cette oui, et puis phase. finalement, tu as mis la main sur plein de sujets que tu regardais pas, Ouais, donc tu as ouais. appris à mieux connaître ton C'est ça. entreprise. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, ça a été finalement très positif et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais cette énergie et que je dormais peu, c'est que j'étais boostée par, ce qui se passait et que j'avais envie, en fait. J'avais envie Mmh. de et passer du temps avec ma fille et de continuer à monter mon plan pour, Minastorm. Et donc je sais pas, j'ai l'impression que ça a été à la fois très dur et à la fois, exaltant. Quel est Et ton plan du coup pour les pour les prochaines années. ouais. Bah, écoute, c'est encore en grande, réflexion dans ma tête. Moi, j'ai envie de rester parce que j'adore ce que je fais. Mais par contre, comme tu le disais, il y a une notion d'équilibre, pro perso qui est vraiment là. Je pense que j'ai atteint ma limite de je veux plus travailler comme ça. Hem Et du coup, j'ai rejoint une entreprise, qui s'appelle Hypergrowth, qui m'accompagne sur la gestion de ma croissance. Et en fait, eux, ils m'aident, parce que je travaille encore avec eux aujourd'hui, à changer de posture d'entrepreneur.
et donc à passer à un stade où c'est plus toi qui fais tout et tu arrives à mieux structurer les choses. Donc, il y a eu le passage par, une assistante qui vient me trier mes mails, trier mon bureau, mettre de l'ordre dans mon quotidien. Donc génial, ça m'a vraiment changé la vie. Structurer tous les pôles, structurer quelles infos chaque personne a besoin et où les mettre pour que ça puisse rouler tout seul, sans que moi je sois le goulot d'étranglement de tout le monde. Qu'en fait, les gens collaborent sans avoir besoin de passer par moi. Ce qui était pas facile parce qu'en fait, dans mon équipe, j'ai des freelances et des agences aujourd'hui. Donc ce qui est génial, c'est que j'ai que des personnes assez expertes de leur sujet et par contre, c'est beaucoup plus difficile que quand tu as tout le monde, au bureau toute la journée, quoi. Mmh. Donc du coup, là, je suis vraiment dans cette phase-là de structurer pour que les choses roulent, de mieux en mieux et que, concrètement, je puisse avoir, plus d'heures de moi et plus d'heures avec ma fille et moins d'heures au travail. Mmh. Voilà, ça se passe bien, ça fonctionne. Bah, écoute, C'est long, mais ça fonctionne. Donc, je suis on plutôt on contente, espère en plus, ouais, ouais. parce que ce que je disais en intro, je crois, je porte du Minerstorm Ouais. aujourd'hui. Je pense que c'est une de mes plus belles découvertes lingerie, de ces Mmh. dernières années. Donc vraiment, une marque, que je recommande à toutes, Merci. pour, du confort, mais aussi, tu te sens bien dedans, genre tu te Ouais, sens belle, quoi. ouais, Parce qu'il y a des marques qui sont ouais, confortables, mais c'est pas ouais, très sexy, quoi. ouais. Et Nous, vous, notre axe, c'est confort vous flatter. avez des modèles d'ailleurs qui sont sexy et d'autres Ouais, qui sont, OK, tu vois? ouais, ouais, Tu montres ce que tu as envie de ouais, montrer, quoi. ouais, Quelle serait complètement. ta, j'aime bien poser cette question pour terminer mes Ouais. interviews. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? Oh waouh! Oh là là, mais il fallait me la faire préparer celle-là! Ma plus grande fierté aujourd'hui, si je pense que je sais ce que c'est. Hem, Pendant les dernières années, je pense les 6 dernières années, j'ai énormément travaillé sur moi-même en m et je sais pas trop comment le formuler, mais du coup, je suis fière d'être dans cette énergie de constante amélioration de moi-même. Je pense que ça serait ça. Ce qui est très important quand tu as un Ouais. enfant, hein. Quand tu as un enfant et quand tu es entrepreneur, Oui. quoi. Mais Ouais. c'est drôle parce que moi, quand je suis tombée enceinte, je suis allée en thérapie parce que Ouais. j'avais envie Bah, ouais, de m'améliorer mais oui, mais parce et qu'en fait, de c'est que ça. comprendre ce qui me bloquait et ce qui me Ouais, rendait malheureuse pour être heureuse quand mon enfant allait arriver. ouais, Ah mais ouais, c'est ouais, dingue, hein. ouais. Moi, je pense que c'est ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, je repense à là, je sais pas pourquoi ça me vient. Mon dernier shooting, la photographe, elle me disait: «Mais tu es hyper zen quand même» et en fait, ouais, je pense que j'ai réussi, je sais pas, à mettre en place des choses, au fur et à mesure des années, hein. C'est pas comme ça en un claquement de doigts et avec beaucoup d'accompagnement, donc des thérapeutes, des coachs, je compte même plus combien j'en ai fait. Faudrait que je fasse la liste un jour, ça serait rigolo. Mais de d'avoir une prise de recul, supplémentaire dans mon quotidien et qui me permette de me dire: «OK, ça va pas, faut que je travaille dessus. Ça va pas, mais lâche-toi la grappe». Mmh. Tu vois? Aussi un peu ça, il y a un peu les 2. Ce podcast, je suis très vulgaire, je suis désolée. Non, non, J'ai on il y a est des sur trucs de du c'est franc-parler du ici. franc-parler. Mais concrètement, mais en fait, c'est les phrases de Mais Thomas. tu sais que, moi, j'avais fait un petit sondage en début d'année pour Ouais, demander ce que les gens voulaient entendre et les gens veulent entendre ces vraies histoires ouais, d'entrepreneurs où il y a des galères, il y a ouais, des success stories, mais il y en a aussi qui galèrent, ouais. qui ont des bas. Montrer la réalité de Mmh, l'entrepreneuriat parce que tu vois beaucoup les success stories à l'écran, ouais, qui veut devenir mon associé, voilà, des gens ouais, qui gagnent des millions et c'est pas du tout la ouais, réalité de la ouais, majorité des entrepreneurs. ouais, Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer que mmh, tu peux réussir, même ouais, si tu as des hauts et des bas et ouais, que tu as des problèmes de santé mentale, que du ouais, coup, tu prends soin de ouais, toi. Non, mais je suis super contente. ouais, On parle de tout ça ensemble ouais, aujourd'hui et je pense que ça va être mmh, un super échange. En tout cas, j'espère que les auditeurs pourront mmh, en tirer plein, et j'en suis sûre, plein de mmh, clés, mmh. plein d'apprentissages. Et bravo en tout cas à toi Merci. pour tout ce que tu as fait, pour tout le chemin parcouru, Mmh. la marque que tu as créée, pour avoir pris soin de toi quand même, Mmh. pendant toutes ces années. C'est super important. Je pense que si on peut retenir, une leçon, c'est prenez soin de vous. Ouais, c'est C'est ça. important. Ouais. Faites, attention aux signaux d'alerte et puis Mmh. apprenez à mieux vous connaître aussi. Ça peut C'est ça. servir, Ouais, sur tous les sujets, que ce soit sur, le ouais, suivi de ses règles ou, sur sa ouais, santé mentale. ouais, complètement, j'avoue, c'est complètement ça et ça me fait juste penser à cette phrase, si tu veux, phrase de fin. Hem, j'ai une amie, Mona, qui avait la marque Resap et qui a, un compte Instagram, incroyable qui s'appelle Note à moi-même, NAMM, NAM
Et en ce moment, elle parle beaucoup du sujet de entreprendre sa vie et qu'en fait, tout gravite autour de toi et que du coup, c'est pas toi qui gravite autour de ta boîte ou autour de ton enfant, c'est toi au centre et après, tu as tes pétales, quoi, Comme une fleur. comme une fleur. Et J'adore. j'adore et après, elle a une autre phrase qu'elle dit et je trouve que les 2 sont hyper vrais, et je suis désolée, elle est encore vulgaire. Mona, c'est de ta faute cette fois. Elle dit: «L'entrepreneuriat est une putain de quête personnelle» et en fait, je pense que c'est ça, c'est, la quête personnelle de maternité, entrepreneuriat. Les 2, ça va ensemble parce que ton enfant, il te fait miroir de toutes les choses, que, que tu fais mal, en fait et que tu as pas Mmh. envie de faire mal et du coup, il faut que tu travailles dessus pour les faire mieux. Carrément. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil, il faut que tu identifies tout le temps les trucs qui vont pas pour, les améliorer. Donc, J'adore. voilà. J'adore, super façon de conclure, les podcasts. Bah, merci Samantha d'être venue à mon micro. Toutes et tous, allez suivre, Minastorm sur Instagram et découvrir leur collection, elles sont incroyables. Merci beaucoup.